Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Allez, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Alors, moi, je suis Amandine Renaudot, infirmière en santé au travail. Donc, c'est mes collègues qui vont vous présenter ce webinaire. Moi, je vais juste vous dire voilà, que ce webinaire, il est présenté donc par Noémie et Laetitia. On a décidé donc de vous faire un webinaire sur les addictions, les notions d'addiction, avec la fiche de risque, l'intégration au document unique. On va faire aussi une partie sur tout ce qui va être prévention, sur que faire en cas de comportement inhabituel, les tests de dépistage et le rôle du service de santé au travail au sein dans le souci l'accompagnement avec les substances psychoactives, donc en entreprise. À droite de ce webinaire, vous trouverez une barre dans laquelle vous allez trouver un chat. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai sans souci. Voilà, je laisse la parole à Noémie et Laetitia. Donc, on va se présenter. Moi, je suis Laetitia Douce, infirmière en santé au travail. Et moi, je suis Noémie Père, infirmière aussi en santé au travail. Et c'est moi qui veux commencer la présentation aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit Amandine, on va vous parler des conduites addictives avec substance aujourd'hui. Quelques petites notions déjà sur l'addiction et la consommation de substances psychoactives. Alors, à savoir, ces substances psychoactives, déjà, on sait qu'elles agissent sur le cerveau. Elles peuvent modifier les sensations et les perceptions du système nerveux et donc aussi, bien évidemment, et c'est ce qui nous importe un petit peu aujourd'hui, tout ce qui est comportement. Et c'est ce qui crée aussi de la dépendance. Alors, la dépendance, il y a deux notions, effectivement, la dépendance physique et la dépendance psychique. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête pour commencer à réfléchir sur ces notions-là. Voilà, moi je vais vous parler des facteurs de risque. Déjà, on va commencer par les facteurs individuels. Alors, quels sont-ils déjà? Ça peut être l'âge, le sexe, la maturité cérébrale, la personnalité, l'humeur d'un individu aussi, qui joue un rôle important sur le risque d'addiction. Donc, commencer par exemple à consommer de l'alcool très tôt en termes d'âge, effectivement, ça multiplie le risque par 10 chez un adolescent par exemple de devenir alcoolodépendant. Donc, ça veut dire que la rencontre avec le produit, plus elle est tôt, plus elle conditionne un petit peu le risque de devenir un petit peu accro à ce produit. Par rapport à une initiation qui peut être plus tardive vers l'âge de 20 ans, il y aura moins de risque de développer une dépendance par rapport au produit. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, surtout par rapport aux consommations dont on entend beaucoup parler, que c'est d'actualité, le binge drinking, des initiations de plus en plus tôt à ces choses-là. Voilà. Des variations génétiques aussi expliquent aussi la partie de variabilité et des effets ressentis pour chacun face à la même drogue, c'est-à-dire par rapport à une même consommation, l'effet chez chaque personne va être différent et le ressenti va être aussi différent. C'est pourquoi chacun a des fragilités par rapport à un produit, par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais. Du côté du produit, l'addiction peut s'installer plus ou moins rapidement. Hein, ça, c'est pareil, hein, c'est très personne dépendant. Après une ou plusieurs prises, alors ça dépend aussi du produit. Le crack, la cocaïne, par exemple, on s'aperçoit qu'après une ou deux consommations, il peut déjà y avoir des notions de dépendance. Voilà. Plus progressivement et insidieusement par rapport à l'alcool, au jeu aussi. Là, on parle des substances aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des addictions sans substances comme les jeux, les écrans. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc tout dépend du potentiel addictif de la substance et de la pratique aussi. Et de la nature, bien sûr, de l'intensité avec ses interactions par rapport aux neurotransmetteurs qu'on a dans le cerveau, puisque c'est eux qui vont jouer un rôle important dans cet effet de dépendance.
Voilà. Le tabac, l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool sont les produits qui sont le plus à risque et dont la consommation est la plus problématique et aussi la plus fréquente. C'est celle qu'on rencontre le plus aujourd'hui. Pour finir sur ces facteurs de risque, les facteurs environnementaux. Donc, l'influence de l'environnement, hein, on le sait, sur ces consommations est important. Ça peut être le stress, le contexte social, familial aussi, et la présence de troubles psychiques qui peut aussi conduire à cette consommation. C'est aussi déterminant. Par exemple, là, le principal facteur de risque de dépendance au tabac, c'est d'avoir grandi au sein d'un foyer, par exemple, qui consommait du tabac et qui fumait. Du coup, l'accès aux produits est facilitant et puis voilà, la personne qui a grandi là-dedans sera plus enclin à être dépendant à ce produit-là. Voilà sur ces facteurs de risque. Je vais vous expliquer maintenant les usages un petit peu, à quel moment c'est nocif, à quel moment on en entend beaucoup parler dans les médias, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Donc l'abstinence, effectivement, c'est qu'on ne consomme aucun produit. L'usage simple, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une consommation occasionnelle ou régulière, donc qui n'entraîne pas ni de problème de santé, ni de problème à l'instant T où on le consomme, ou d'autres dommages à court terme. Après, sur le long terme, effectivement, ça peut entraîner des complications au niveau de la santé, par exemple, ou des choses comme ça sur le plus long terme. L'usage nocif, ce qu'on appelle aussi les abus, qu'est-ce que c'est? C'est une consommation répétée qui est responsable de consommation sur le plan de la santé. Donc, ça peut entraîner des dépressions, des cirrhoses, des cancers, de la vie privée aussi, puisque ça influe sur le comportement, donc des séparations, des violences conjugales, des problèmes financiers, puisque ça peut entraîner effectivement au niveau du travail de l'absentéisme, des accidents de travail et bien sûr des insertions professionnelles par rapport à cette problématique. Et ce comportement, sur l'usage nocif, on parle déjà de comportement pathologique. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Un usage simple n'est pas pathologique, un usage nocif l'est déjà. Voilà. Et en haut de cette pyramide-là, on parle de dépendance qui est aussi appelée addiction. Donc ça, c'est que la personne qui consomme, le sujet qui consomme, ressent le désir puissant de continuer sa consommation malgré toutes les complications existantes. C'est-à-dire que il n'arrive plus à contrôler un besoin. C'est plus une envie qu'on peut contrôler. C'est vraiment un besoin. Et c'est là où on parle effectivement de l'effet de manque. Voilà. Donc sur cette partie-là, on s'aperçoit que le sujet, il est désinvesti de toutes ses activités familiales, en fait, sociales et professionnelles. Et toute sa journée est organisée, en fait, autour de la recherche de ce produit. Donc, en fonction de quoi la personne est addicte, il va être en recherche. C'est plus ou moins facile dans son entourage de s'en procurer. Mais voilà, ça sera concentré, vraiment, sa vie sera concentrée autour de ce produit. Donc, ce comportement, bien sûr, il est pathologique. Et lors de l'arrêt brutal de ces consommations, il y a un syndrome de sevrage et de manque du coup qui peut survenir. C'est pour ça que sur ces usages-là, il faut que ça soit accompagné par des professionnels effectivement pour aider la personne. Voilà, juste pour terminer sur cette partie, ce qui est vraiment intéressant et important de retenir, c'est que l'addiction est une pathologie. C'est pas une volonté de la personne, c'est vraiment une pathologie. Et on le caractérise par la notion des 3 C, pour s'en rappeler, c'est la compulsion, la perte de contrôle et les conséquences négatives. Voilà, c'est ce qui regroupe un petit peu tout ce que je viens de dire sur l'addiction. Voilà, je passe la parole à Laetitia. Alors, pour faire le lien avec le travail, donc, quels sont les facteurs favorisants en lien avec le travail? Alors, on peut consommer pour plusieurs raisons. On en a listé quelques-unes. Alors, favoriser la communication. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, un petit peu en retrait, donc qui consommerait des produits qui favoriseraient la désinhibition et donc favorise la communication, le fait d'aller vers l'autre. Soulager des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Soutenir un effort dans le cas de cadences importantes, par exemple, c'est une manière aussi de se doper pour pouvoir tenir face à l'effort. S'adapter à un environnement, ça peut être par exemple du travail de nuit pour pouvoir passer une nuit, et pareil, c'est un petit peu dans le sens du dopage, pouvoir conserver ou penser conserver ses facultés au maximum. Ou en sens inverse, se détendre quand il y a une grosse décharge d'adrénaline ou un stress important. Donc ça peut être dans ce sens-là,
la consommation peut être faite. Et éviter le syndrome de manque. Donc là, on est déjà dans l'addiction où on constate un syndrome de manque dès qu'on n'apporte plus le produit. Les éléments qui peuvent renforcer l'usage. Donc là aussi, ce sont des éléments qui sont en lien avec des situations de travail. Donc il peut y avoir des tensions psychiques ou des tensions physiques au sein de l'entreprise qui poussent le salarié à consommer. Certaines pratiques culturelles et socialisantes, donc ça peut être des usages qu'on retrouve dans certains métiers, des habitudes conviviales, certains pots, des pots de départ ou à la fin d'une semaine. La précarité professionnelle, là aussi, est un élément qui peut renforcer l'usage, donc lié au statut de la personne, à sa rémunération. La disponibilité des produits dans le milieu professionnel, donc il y a certains milieux professionnels, on pense par exemple au milieu de la santé, où les produits peuvent être faciles d'accès, donc ça peut entraîner un usage plus important. Et la pauvreté du lien social. Quelqu'un qui va se sentir isolé, qui aura un manque de soutien peut-être sur son poste de travail au sein de l'équipe, peut également se réfugier dans la consommation pour pallier à tout ça. Alors, comment le dire? Donc, on se retrouve au niveau du travail, on s'est aperçu qu'une personne avait peut-être un comportement inhabituel ou on a un petit doute. Comment faire part à la personne, comment débuter le dialogue. Donc, faire part de sa conviction. Donc, c'est je suis convaincue qu'il y a quelque chose d'inhabituel, je constate que ton comportement a changé, que tu es différent. Donc, ça, c'est être sûr qu'il y a un changement, une situation qui est inhabituelle. Le poser sous forme de constat et non sous forme interrogative. Donc, éviter de dire à la personne est-ce que tu prends des produits ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse à avoir ce comportement? Ne pas aller dans le questionnement. Employer le je. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis convaincue, je sais, je constate, je vois. Qualifier. Donc, qualifier par des faits. Ça va être, par exemple, j'ai remarqué que tu étais souvent en retard ou que tu fais preuve d'irritabilité. Je remarque que tu es beaucoup absent, qu'il y a un défaut de vigilance. Donc, toujours, voilà, mettre bien qualifié par des faits, des choses bien précises. Ne pas poser de diagnostic. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas là pour dire que la personne consent qu'elle est addicte, etc. Donc, surtout, ne pas poser de diagnostic et proposer de l'aide et non pas du soin. Donc, proposer de l'aide, ça peut être proposer une consultation avec le médecin du travail pour un temps d'échange. Et surtout pas dire à la personne, je te conseille d'aller te soigner ou qui peut braquer certaines personnes et du coup couper la communication. Allez, moi je vais reprendre le fil un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu le schéma que vous avez sous les yeux. Alors déjà par rapport sur le plan documentaire, qu'est-ce qui est dans les entreprises et qui peut parler de ce sujet-là et qui peut aider un peu sur la prévention. Alors, sur le plan documentaire, déjà, pour commencer, il y a un règlement intérieur normalement dans les entreprises où, effectivement, la notion de consommation de substances psychoactives peut être abordée. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une note de service. Par exemple, l'interdiction d'introduire et de consommer de l'alcool dans l'entreprise. Hein, souvent, c'est sous forme de note de service que ça apparaît. Dans le document unique, on va en parler plus tard, mais voilà, il faut que, effectivement, dans le DU, inscrire le risque de pratique addictive et le plan de prévention qui est mis en place dans l'entreprise, avec la démarche de prévention collective, mais aussi individuelle, dans le but toujours de protéger les salariés, les clients, et bien sûr, l'image de l'entreprise aussi, ça va de soi. Donc ça, c'est des documents qui aident aussi sur ces axes de prévention. Et bien sûr, la fiche de conduite à tenir et de recueil des faits. Ça, on va en parler un petit peu plus tard aussi, parce qu'on peut vous accompagner aussi sur ça. Sur le plan de la prévention, donc il y a une analyse des conditions de travail. Donc bien sûr, c'est repérer les facteurs favorisants dans l'entreprise qui peuvent entraîner des consommations à risque. Informer, sensibiliser les salariés, les encadrants, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Plus on en parle et plus on arrive à
à dédramatiser un peu ces consommations qui sont encore tabous, et plus les gens vont être enclins à en parler et aussi à demander de l'aide s'ils en ont besoin. Donc ça, c'est important. Encadrement des pots et repas professionnels, bon, mais ça, effectivement, c'est au niveau des entreprises. Conserver ces moments conviviaux, mais et aussi voilà, l'encadrer pour que ce soit, par exemple, des pots sans alcool ou des choses particulières. Donc ça, c'est important. Et tout ce qui est encadrement des pratiques informelles, hein, ça peut être des pots, des encadrements, enfin, des choses comme ça. Voilà, que ça aussi, ça soit cadré un petit peu pour pas qu'il y ait des dérives sur ces consommations. En cas de comportement inhabituel, donc ça c'est classique, vous l'entendez un peu sur tous les protocoles, protéger, donc on protège le salarié, mais aussi son environnement de travail, c'est-à-dire ses collègues, ses proches qui peuvent pâtir un peu de la situation, alerter, donc si c'est une situation aiguë, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, alerter déjà les encadrants, puis plus haut le SAMU, enfin voilà, s'il y a des problématiques, et secourir, bien sûr, mettre en sécurité et secourir la personne si elle est dans un état, effectivement, elle a besoin d'être secourue et l'isoler. En cas d'accident de travail ou de service, donc ce qui serait intéressant, a posteriori bien évidemment, c'est de faire une enquête de l'accident de travail ou de service pour savoir effectivement qu'est-ce qui est en cause. Et c'est à ce moment-là aussi où on pourra analyser encore une fois les conditions de travail et voir un petit peu ce qu'on n'avait pas analysé en amont et pouvoir le rentrer dans le protocole de prévention. Sur le plan documentaire, maintenant. Alors, je te coupe, Noémie, juste 2 minutes. Il y a une question d'une personne là qui nous demande si le fait d'avoir une dépendance, si quelqu'un nie la dépendance, par exemple à l'alcool, est-ce qu'il y a une conduite à tenir de la part des encadrants? Alors, déjà, c'est compliqué de parler, de dire à une personne qu'elle a une dépendance à l'alcool parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas sûr que ce soit une dépendance à l'alcool ou à un autre produit. Il peut y avoir une pathologie aussi qui entraîne des comportements qui peuvent être assimilés peut-être à quelqu'un qui est alcoolisé. Je pense à de la dépendance ou à des troubles peut-être de l'équilibre. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas partir directement là-dessus. Il faut être vigilant par rapport à ça. Après, il faut se baser toujours sur des faits. Comme je disais tout à l'heure, il faut relever les comportements inhabituels et les lister. Donc, une personne qui est agressive, qui arrive toujours en retard, et faire une fiche de constat et adresser la personne au médecin du travail. Donc, lui expliquer qu'il y a un comportement habituel, donc prendre acte avec elle de tous ces éléments que vous avez relevés et lui dire qu'il y a un rendez-vous qui va être pris avec le médecin du travail. Et comme le médecin du travail est tenu au secret professionnel, au secret médical, il pourra discuter avec le médecin peut-être de la raison pour laquelle il y a ce comportement inhabituel. Tu veux rajouter quelque chose, Mimi? Juste une petite chose, c'est tout à fait ce qu'a dit Laetitia. Moi, je rajouterais la notion de poste à risque, en fait. Effectivement, la conduite à tenir, elle ne va pas être la même si on est sur un poste à risque ou pas. Si on est sur un poste à risque, il y a une notion d'urgence. Effectivement, peu importe la raison pour laquelle vous suspectez un comportement qui ne serait pas adéquat au poste à risque, et auquel cas, effectivement, là, la conduite à tenir, ça va être de retirer le salarié du poste, on va en parler plus tard de toute façon, et de mettre en sécurité, comme on l'a dit là sur le schéma, protéger, on retire le salarié, on protège l'environnement autour, et on porte secours au salarié s'il y a besoin. Si c'est pas un poste à risque, si c'est un poste par exemple sédentaire, de bureau où il n'y a pas de risque pour la personne et pour les personnes autour, effectivement, c'est tout à fait le protocole qu'a donné Laetitia. On n'est pas dans l'urgence vitale au moment. On peut effectivement organiser les choses sur les semaines qui vont arriver, quoi. Voilà. C'est bon, on continue la présentation. Du coup, n'hésitez pas. Après, s'il y a d'autres questions, on y répondra. Allez. Alors, sur le plan documentaire, comme on en a parlé tout à l'heure, rédaction ou modification du règlement intérieur ou la note de service qui intègre le sujet des consommations à risque et de substances psychoactives. Et il y a une mise à disposition de modèles qui est fait par le GAPRAT aussi. C'est un organisme, effectivement, qui s'occupe de tous ces sujets-là. Donc, vous pouvez retrouver ces modèles. Voilà.
Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site du SSTMC. Vous avez l'adresse mail de contact du GAFRAT si vous souhaitez des documents types. Allez, je vais continuer sur le document unique du coup. Comme on a dit, c'est intéressant d'intégrer ce sujet-là au document unique. Donc, pour intégrer le risque de consommation dans le document unique d'évaluation au risque professionnel, on intègre la problématique en fait sous 3 axes différents. Donc déjà, l'acquisition, l'adaptation et l'importation. Donc, c'est d'identifier l'origine des consommations, repérer tout ce qui est facteurs favorisants, donc qu'on a cité au-dessus, encadrer les usages et les pratiques, informer, former ou sensibiliser, comme on l'a dit aussi, et accompagner des salariés confrontés à cette problématique. Voilà. Différentes étapes, c'est l'acquisition, donc c'est la pratique d'entreprise pouvant amener à des conduites addictives. Tout ce qui est adaptation, donc c'est les pratiques destinées à tenir le coup au travail. Donc on consomme parce que comme ça on tient la cadence, les horaires par exemple, les situations de travail difficiles. Et l'importation, ça ce sont les pratiques individuelles de chaque salarié qui amènent en fait ces problématiques-là sur le lieu de travail. Voilà, c'est les 3 axes qui sont à prendre en compte en fait dans le document unique pour l'évaluation des risques. Alors, on va terminer sur ça, sur la rédaction d'une fiche de conduite à tenir en cas de comportement inhabituel sur tout ce qui est administratif. Donc, c'est la fiche constat en fait qu'on fait. Donc, la rédaction d'une fiche recueil des faits et une communication explication des fiches à l'ensemble des salariés, les agents et tout nouvel entrant. Alors, à quoi elle sert cette fiche de conduite à tenir? Déjà, c'est de chacun sache son rôle un petit peu face à ces situations. Donc, ça, c'est important, que tout le monde soit au courant un petit peu du protocole à tenir. La rédaction d'une fiche de recueil des faits, c'est la fiche constat. Sur cette fiche, il faut effectivement qu'il y ait des choses factuelles. Voilà, c'est vraiment pour indiquer ce qui s'est passé au jour J. Et que ça soit effectivement un petit peu cadré sur des documents, qui sont dans l'entreprise. Ça, c'est pareil, on pourra vous faire passer un modèle de fiche de constat si ça vous intéresse. Voilà, je laisse la parole à Laetitia. Alors, au niveau de l'axe prévention, on a listé quelques petites idées à mettre en place dans les entreprises au niveau de la prévention des consommations. Alors, il peut y avoir l'encadrement des pots d'entreprise, les départs à la retraite, repas de fin d'année, arbre de Noël, etc. Avec la proposition de jus de fruits et de cocktails sans alcool, par exemple. L'encadrement des repas professionnels, donc avec éviter l'incitation à la consommation d'alcool et une non prise en charge financière par l'entreprise des apéritifs alcoolisés. L'encadrement des pratiques informelles, donc là c'est tout ce qui est casse-croûte sur la pause méridienne. Donc là aussi, ça peut être formalisé dans l'entreprise, mais tout en maintenant des moments conviviaux. L'analyse des facteurs liés au travail pouvant favoriser les conduites addictives, tout ce qui peut être horaire atypique, exigences émotionnelles, le travail au froid, des contraintes posturales. Donc tout ça, c'est des exemples. Port de charge, forte charge mentale, tout ça, ce sont des facteurs. Donc il y a des grilles qui existent aussi pour lister, analyser ces facteurs qui peuvent conduire à des conduites addictives. Et bien sûr, l'information, la sensibilisation et l'encadrement de ces salariés. Donc, comme le disait Noémie tout à l'heure, plus les gens sont formés et sensibilisés, plus on sait dépister des situations à risque, plus on connaît les dangers de consommation et plus on peut intervenir aussi et en parler facilement en équipe. En cas de comportement inhabituel, donc, qu'est-ce que c'est les comportements inhabituels? Ça peut être des propos incohérents, difficultés d'élocution, de l'agressivité, de l'agitation, des troubles de l'équilibre avec une démarche un petit peu titubante, une désorientation, des gestes imprécis, de la somnolence.
Ça peut aller jusqu'au malaise. Donc, on a fait un petit listing de tous ces comportements qu'on peut rencontrer. Alors, comme je disais tout à l'heure, attention parce que ces manifestations ne sont pas toutes spécifiques d'une addiction. Donc, oui, mais bon, ça peut être lié à une pathologie aussi et d'essayer de pas tout classer dans une consommation de substances, alors que c'est pour la personne, ça ne sera pas du tout la cause. Elles ne doivent quand même pas être sous-estimées. Il faut, quelle qu'en soit l'origine, il faut intervenir. Et quand vous considérez donc qu'un salarié n'est plus en état de travailler, c'est là qu'on établit donc cette fiche constat. Alors, que faire, quelle conduite à tenir face à une situation d'un salarié en état d'ébriété? Donc là, c'est la situation aiguë où la personne, elle se met en danger, elle met en danger autrui. Alors, il y a un constat de la situation à faire. On retire le salarié de la situation de travail, surtout sur les postes à risque, pour le mettre en sécurité en fonction de son état, et on ne le laisse pas seul. Il faut alerter le référent s'il y en a un, santé-sécurité au travail dans l'entreprise. Si son état le nécessite, donc s'il y a une perte de connaissance, de la violence, là, on appelle le SAMU. Et le médecin régulateur du SAMU pourra donner la conduite à tenir. Donc, dans le cas où c'est un petit peu moins grave, on organise son retour. Soit un salarié de l'entreprise ramène la personne chez elle, ou on appelle la famille parce qu'on ne laisse jamais partir une personne en état d'ébriété seule. On établit la fiche constat et on prévoit un entretien avec le salarié quand son état sera, son état sera à nouveau un retour à la normale, pardon, pour discuter de cette fiche constat et de la situation du moment. Et puis, on peut orienter vers le médecin du travail. Donc, si on juge que cette situation elle est chronique et pas seulement une fois, ça arrive une fois dans l'entreprise suite à un taux, par exemple. Donc là, on peut demander l'aide du médecin du travail. En cas de comportement inhabituel, qui peut intervenir? Les collègues de travail, c'est souvent eux qui sont sur la situation de travail, et donc c'est souvent eux qui interviennent les premiers. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est alerter l'employeur ou son représentant. Si l'employeur n'est pas là, ils enlèvent la personne de sa situation de travail. Donc, pareil, on le met à l'écart. On l'accompagne dans un lieu sûr. Si vraiment la personne elle est dans un état de violence ou qui a des troubles de la conscience importantes, on peut appeler le 15 pour demander un avis médical ou la police s'il y a beaucoup d'agressivité. Et on organise donc la prise en charge de cette personne en fonction de son niveau. Qui peut intervenir? Bon, mais l'employeur également. Donc, dans un premier temps, comme les collègues de travail, on soustrait la personne de la situation de travail, on l'accompagne en lieu sûr. On appelle la police s'il y a de l'agressivité ou de la violence, le 15 pour demander un avis médical. Et pareil, on organise la prise en charge de la personne. C'est la même chose qu'au niveau des collègues de travail. Donc, deux choses importantes, ne jamais laisser la personne seule sans surveillance parce que son état peut s'aggraver et puis elle peut se blesser d'autres personnes. Ne pas la laisser repartir seule, comme je disais tout à l'heure, avec son véhicule. Dans un second temps, quand cette situation d'urgence est gérée, donc il y a la feuille de recueil des faits et si besoin, l'alerte au niveau du médecin du travail, comme je disais, pour une situation un petit peu chronique. Dans un troisième temps, on reçoit la personne en entretien individuel. On lui rappelle les responsabilités de l'employeur et ses responsabilités également en tant que salarié, donc ses obligations plutôt. Et on oriente la personne vers le médecin du travail. C'est très important d'avoir cette discussion et de ne pas envoyer la personne sans savoir au niveau de la médecine du travail. Parce qu'il va être en difficulté, il va avoir un sentiment de trahison, que s'il y a eu cette discussion en amont, il sait pourquoi il y va et il y va en toute confiance, il sait qu'il aura eu le dialogue avec son employeur et que ça ne va pas être, il ne va pas y avoir des notions de sanctions. Donc, il se sentira plus libre de parler et donc d'être pris en charge par la médecine du travail. Voilà tout ce qu'on peut faire au niveau de la prévention et
et comment réagir si la situation se présente dans l'entreprise. Allez, moi, je vais vous parler des tests de dépistage en entreprise. Donc, les tests de dépistage. Déjà, ils sont... Pardon, j'ai eu un écho. Les tests de dépistage sont non systématiques en entreprise. Les modalités sont inscrites dans le règlement intérieur. Alors, c'est important que tout soit prévu dans le règlement intérieur ou dans une note de service qui peut compléter le règlement intérieur. Déjà, la liste des postes concernés. Il faut savoir qu'en entreprise, on ne peut faire des tests de dépistage que sur des postes à risque. Donc, il y a une liste qui a été faite par l'INRS des postes à risque, mais qui n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que il faut que l'employeur puisse justifier d'un poste à risque. Donc, ce qui est mis au niveau la liste indicative de l'INRS, pour vous donner un ordre d'idée, c'est tout ce qui est conduite de véhicules légers, de poids lourds, tout ce qui est CACES, par exemple, travaux en hauteur, manipulation de machines ou de produits dangereux. Mais effectivement, c'est important d'appréhender la notion de sécurité au cas par cas. En tous les cas, la liste des postes présents dans l'entreprise qui représentent un risque et où ces tests peuvent être appliqués, il faut qu'elle soit notée dans ce règlement intérieur. Ça, c'est vraiment très important. Ça peut être fait, par exemple, par le CSE, le CHSCT et les représentants du personnel s'il y en a dans l'entreprise, ou ça peut être aussi discuté. Voilà, c'est vraiment important que ça soit bien cadré. Le rythme et les modalités des contrôles. Ça, c'est important aussi. Ça peut être des contrôles aléatoires ou ça peut être des entreprises qui le formalisent dans leur règlement intérieur, c'est tout, je dis n'importe quoi, c'est 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, enfin, voilà. Mais il faut que ça soit prévu, ou alors aléatoirement, il faut que ça soit inscrit. Et les modalités de contestation par le salarié, parce que le salarié peut effectivement contester le test en refaisant un test à l'extérieur s'il n'est pas d'accord du résultat. Voilà. Donc déjà par rapport à ça, c'est important. Ce qui est important aussi dans le règlement intérieur que ça soit marqué, c'est que seule une personne habilitée et d'humain identifié, c'est-à-dire sur le règlement intérieur, il faut qu'il y ait vraiment des personnes qui soient identifiées pour procéder à ce test de dépistage. Tout le monde dans l'entreprise ne peut pas procéder à ces tests de dépistage. Bon, en principe, c'est un responsable hiérarchique ou une personne mandatée par la direction. Ça peut être par exemple le SST ou voilà, mais c'est quelqu'un ou plusieurs personnes, mais qui sont identifiées. Et que tout le monde en ait connaissance. Voilà, on peut pas dire un jour comme ça, voilà, c'est telle personne. Il faut vraiment que ça soit identifié. Lors du test, donc la présence d'un témoin est préconisée afin d'éviter toute contestation ultérieure du résultat. Donc ça, c'est important. Ça peut être important aussi qu'il y ait une personne présente, voilà, pour que ça soit réalisé dans de bonnes conditions et voilà, dans la confiance générale. Voilà. Alors, quel type de tests peuvent être réalisés? Alors déjà, on a en tête tous les éthylotests, puisque voilà, ça peut être réalisé par l'employeur. Il indique le taux d'alcool dans l'air expiré, donc du coup, il ne nécessite pas d'échantillon biologique. Voilà, donc ça peut être fait en entreprise. En revanche, le taux d'alcoolémie, ça nécessite une prise de sang. Bien évidemment, il est fait dans un laboratoire. On ne peut pas le faire sur site. Voilà, de toute façon, c'est sous prescription médicale, donc c'est différent. Depuis le 5 décembre 2016, en fait, c'est un arrêté du Conseil d'État qui autorise d'effectuer les tests salivaires, donc les tests de dépistage de drogue en entreprise, sans intervention d'un professionnel de santé. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, effectivement, peut faire ces tests aussi, sous 3 conditions. Donc, que les modalités de dépistage soient prévues par le règlement intérieur, ça, c'est ce que je viens de vous parler. Donc, comme pour le dépistage de l'alcool, c'est la même chose, il faut que ça soit bien détaillé. Le dépistage doit être réservé aux salariés, pareil, occupant un poste à risque, et que le salarié puisse demander une contre-expertise médicale. Puisque là, sur ce fait-là, effectivement, il n'y a pas de notion de taux, puisque souvent, ce sont par exemple, je pense au test pour le cannabis, c'est celui qui se fait, le test salivaire. Il n'y a pas de notion de taux. Donc, voilà, si c'est positif, effectivement, il y aura derrière autre chose, des sanctions, il y aura des choses derrière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Et c'est là où je veux en venir, en fait, l'intérêt du test. Il faut bien réfléchir effectivement à qu'est-ce qu'on va faire du test derrière quand on veut réaliser des tests en entreprise, parce que après, quand on a le résultat du test et que c'est positif, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut vraiment établir aussi une conduite à tenir, j'ai envie de dire, si un test est positif,
Et des fois, au lieu de faire des tests à tout va, il est préférable d'orienter ces salariés, comme on en a parlé tout à l'heure, vers le médecin du travail qui peut effectuer un test, mais par contre, le résultat restera sous le secret médical et le médecin pourra lui réorienter le salarié pour le venir en aide. Donc, c'est vraiment toujours intéressant de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire de ces tests et de comment on va orienter après le salarié pour l'aider dans ses démarches, effectivement, a posteriori de tout ça. Voilà. Alors, Noémie, c'est pareil, on a une question. Le salarié peut-il s'opposer à un test? Alors oui, après, le salarié peut s'opposer au test, hein, bien évidemment. Après, normalement, quand un salarié rentre dans l'entreprise, il lit le règlement intérieur et il accepte le règlement intérieur. Donc, après, il peut refuser, effectivement, il peut refuser le test. Auquel cas, si l'employeur a un doute effectivement sur l'aptitude du salarié à prendre son poste à risque, il peut à ce moment-là le retirer du poste, effectivement. Oui, après, c'est pour ça qu'effectivement, ces notions de test, c'est toujours compliqué en entreprise et il faut que ça soit vraiment bien défini et discuter en amont avec les salariés pour qu'ils soient au courant un petit peu des démarches et de comment ça se passe et en cas de positif, comment ça se passe aussi. Je pense que faut que ça soit clair, en fait. Il faut que tout le monde soit au courant, que ça soit clair et que, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Peut-on avoir rapidement un rendez-vous pour un test salivaire? Alors, les tests salivaires dont je vous parlais, là, peuvent être faits en entreprise. Donc, c'est la personne qui est mandatée, entre guillemets, identifiée dans le règlement intérieur, qui va pratiquer le test dans l'entreprise. Donc, le résultat est immédiat, en fait. Hein. Ça prend 2-3 minutes, je ne sais plus exactement, mais le rendez-vous est immédiat. Vous conseillez de pouvoir faire le test. Alors, le médecin du travail, lui, est indépendant dans ses décisions. C'est-à-dire il peut faire un test, effectivement, mais ça sera sous couvert du médecin du travail et l'entreprise ne sera pas au courant ni qu'il a fait un test et ni du résultat. Mais effectivement, le but étant d'aider le salarié, le diriger vers le médecin du travail, ça va permettre effectivement de pouvoir l'accompagner sur une démarche d'aide et après de soins s'il y a besoin et d'identifier effectivement, comme le disait Laetitia tout à l'heure, si c'est vraiment un problème d'addiction ou des fois il y a peut-être des problèmes neurologiques aussi qui peuvent poser problème pour la conduite ou des postes à risque qui ressemblent sur les comportements qui ressemblent à de l'addiction mais finalement qui n'en est pas. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez faire un test, ça va être négatif, mais la problématique, elle y sera toujours finalement de votre salarié qui a un comportement difficile. Pour une entreprise, je pense que peu importe la cause de la problématique, ce qui pose problème dans l'entreprise, c'est vraiment le comportement et le risque qu'il y a sur le poste. Et c'est ça qu'il faut, je pense, gérer. Et la sécurité des salariés sur les santé. C'est pour ça, le retirer du poste, le mettre à l'abri pour assurer sa sécurité et la sécurité des autres. Après, souvent, les tests qui sont mis en systématique dans les entreprises et qui sont dans le règlement intérieur, les salariés ne s'opposent pas. C'est souvent, par exemple, chez les pompiers ou chez des conducteurs de bus, et ils savent très bien qu'ils vont être testés toutes les semaines et ils n'apportent pas d'opposition. Ça fait partie, pas de leur contrat de travail, mais ça fait partie des règles pour leur prise de poste. Et après, souvent, je complète un peu ce que tu dis, dans certaines entreprises, par exemple, des quais de chargement, de déchargement, j'ai déjà eu des entreprises qui faisaient des tests comme ça aussi. Il y avait beaucoup d'intérimaires, beaucoup de turnover aussi sur ces postes-là. Et ça rassurait aussi les salariés en poste de savoir que, effectivement, les gens qui prenaient aussi des engins et qui interféraient toute la journée ensemble, ça les rassurait aussi de savoir que tout le monde était apte un petit peu à conduire voilà, sur ces postes-là. Par exemple, mais voilà. C'est au cas par cas, vraiment,
Je pense que ce qui est important, c'est que tout soit connu et que tout soit clair pour les salariés, pour les employeurs. Et je pense que tout le monde y adhère si c'est fait dans de bonnes conditions. Après, si jamais il y a un doute ou une question, vous pouvez appeler le médecin du travail et lui demander son avis par rapport à ses postes à risque, à ses situations de travail, qu'est-ce qu'il en pense. Donc là aussi, les médecins du travail sont là pour du conseil et de l'accompagnement des employeurs. Si jamais vous ne savez pas trop comment mettre ça en place ou est-ce que c'est vraiment pertinent dans votre entreprise, c'est le but aussi. Du coup, je rebondis et après, on pourra peut-être faire une dernière partie question sur la fin pour parler des missions en santé au travail. Donc, le rôle des services de santé au travail, on a un rôle de prévention primaire, donc c'est en première intention. Le service de santé au travail a pour mission de sensibiliser les salariés par divers moyens en fonction des besoins et des demandes de l'entreprise. Donc ça, c'est des demandes aussi qui peuvent être faites auprès de notre service et nous intervenons sur des sensibilisations collectives pour apporter de l'information à vos salariés. Autre rôle, c'est le suivi. Donc, il y a des visites médicales qui sont faites par le médecin du travail qui peuvent être à la demande du salarié ou de l'employeur. Donc, l'employeur dépiste un comportement inhabituel, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, il peut adresser son salarié à la médecine du travail, mais le salarié, ça fait partie de ses droits aussi, de pouvoir demander une visite avec le médecin du travail, donc une visite qui sera confidentielle et pour que le médecin puisse l'accompagner sur une difficulté peut-être qu'il rencontre au sein de l'entreprise. Donc, le médecin du travail détermine une aptitude, il reste libre dans ses prescriptions et, comme disait Noémie, les tests de dépistage peuvent en faire partie et les résultats sont soumis au secret médical. Donc là, l'employeur n'a pas accès à ces résultats-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc, prévenir les conduites addictives en milieu professionnel, c'est s'inscrire dans une démarche de prévention globale qui vise à améliorer les conditions de travail. Donc, si il y a des troubles du comportement, des incidents récurrents qui ont lieu avec un salarié, en lien avec certaines peut-être habitudes de consommation, il est conseillé de ne pas laisser perdurer la situation car souvent, par peur de dénoncer, on laisse une situation s'aggraver. On cautionne un petit peu et on essaye de protéger son collègue de travail et du coup, la situation pour lui devient de plus en plus critique et l'addiction de plus en plus importante. Donc, c'est vrai que le prendre au début, une addiction, c'est toujours plus simple pour l'accompagnement, pour le suivi et pour la guérison. Et pour garantir la santé et la sécurité du salarié et celle des autres, de ses collègues, mais c'est aussi également pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, conserver de bonnes qualités de relations, une bonne productivité, la satisfaction de ses clients. Donc, on voit vraiment que cette démarche globale, elle a plusieurs effets bénéfiques. On rebondit, on a le témoignage de quelqu'un dans le chat là, qui est intéressant. Et le retour de madame, là, c'est intéressant parce que du coup, ça montre bien qu'en fait, il faut que tout soit bien cadré avant en fait qu'on ait une problématique dans une entreprise. Parce que ça permet effectivement de protéger tout le monde et de trouver sa place en fait et de pas stigmatiser quelqu'un. Voilà, je rebondis un peu sur ce qu'elle a marqué. Voilà, quand c'est bien identifié, on stigmatise pas quelqu'un en lui faisant plusieurs tests. Il faut que vraiment ça soit homogène et que si on décide de faire des tests, par exemple sur certains postes, ça soit aléatoire et que ça soit sur tous les postes et pas sur une personne en particulier. Voilà, c'est ce qui est intéressant de vraiment bien le construire et ce qui n'est pas toujours facile en entreprise. C'est pour ça que, comme vous le disait Laetitia, le service santé au travail peut aussi vous aider par rapport à ça pour mettre en place tout ça et que chacun trouve sa place un petit peu dans ces démarches qui ne sont pas toujours faciles. On l'entend parce que c'est encore tabou, tout ce qui est consommation, addiction, au niveau du travail. On a quand même encore du mal à en parler et essayer de venir en aide ou au moins en communication. Une autre pathologie, on a plus de facilité à en parler, mais ça, c'est encore un peu tabou.
c'est l'objet aussi du webinaire d'aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir aussi démocratiser ça, d'en parler en entreprise et d'intervenir un peu en amont. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Laetitia, par rapport à tout ça. Bien. Je vois que la dame est en train d'écrire, peut-être qu'elle a une autre question. Après, comment faire la demande auprès du service? Soit vous passez par le médecin du travail directement en expliquant un petit peu l'objet de la demande. Donc, c'est soit une prise en charge d'un salarié en difficulté, soit une sensibilisation collective, soit une aide pour une aide au niveau documentaire. Pour tout ce qui est document, un accompagnement pour le document unique ou une fiche constat que vous souhaiteriez mettre en place. Donc voilà, ces demandes sont à faire auprès du médecin du travail et comme ça, il y aura de suite une action en milieu de travail qui sera déclenchée et donc un accompagnement qui sera fait. Oui, là, c'est vrai que ce que dit la dame dans le chat, là, effectivement, ça met en péril un peu tout ce qui est secret médical. C'est vrai que sur ces tests-là, c'est un peu compliqué. Les tests en entreprise et le secret médical, c'est vrai que c'est deux choses qui sont étroitement liées. C'est pour ça que dans la démarche et dans le règlement intérieur, il faut vraiment qu'il y ait aussi une conduite à tenir sur ce qu'on fait en cas de positif aussi, pour protéger aussi le salarié, hein, parce que c'est important. Hein. Il faut se dire que certes, le test, c'est pas la fin du poste du salarié. Le salarié, après, il va revenir sur son poste aussi. Il va peut-être continuer à travailler dans l'entreprise. Enfin, voilà, tout ça, faut aussi que ça soit accompagné. Le but, le but de tout ça, c'est pas forcément des sanctions. Hein. On est d'accord, c'est d'aider la personne, comme on l'a dit, c'est une pathologie. Donc, faut vraiment être dans cette démarche-là, je pense, et qu'il y ait quelque chose de construit. Mais je comprends un peu ce qu'a vécu la dame. Hein. Alors, comment organiser des ateliers de sensibilisation auprès des salariés? Ça, c'est pareil, vous pouvez en faire la demande au médecin du travail, puisque c'est lui qui coordonne un petit peu l'équipe. Donc, vous pouvez en faire la demande, et après, effectivement, des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui accompagnent votre entreprise pourront venir faire des ateliers de sensibilisation. Alors, aujourd'hui, effectivement, par rapport au contexte sanitaire, c'est pour ça aussi qu'on propose aussi des webinaires, donc ça peut être aussi une alternative, mais on espère prochainement aussi pouvoir intervenir dans les entreprises. Après, on reprend contact avec vous pour en voir un petit peu l'objet de la demande, la population, ce que vous avez envie de mettre en place. Et puis, on essaye aussi de faire un petit peu des ateliers qui sont un petit peu personnalisés par rapport à la taille de l'entreprise, à la demande. Donc, après, ça se discute une fois que vous avez fait la demande auprès du médecin du travail. L'équipe vous contacte et puis on met en place tout ça. Alors, on espère qu'on a répondu à vos questions. On va couper le direct. Par contre, nous restons connectés en ligne pour si jamais il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas, on vous répondra dans le chat. Merci pour votre attention et votre dynamisme. Ça a été très participatif. C'était intéressant d'avoir vos retours. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci. À bientôt.